Merci beaucoup, c'est très gentil et ça me fait très plaisir. Et voilà. Alors oui, enfin, on est plusieurs à quand même à poursuivre les choses de Jean Gaillon, hein. Tout ne repose pas sur moi. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de choses que je suis en train de faire en un sens depuis longtemps, même si le détail précis de ce que je vais raconter, c'est pas quelque chose que j'ai publié ou voilà. Et donc, il y a des gens qui connaissent et pour eux, il y a des passages qui vont être triviaux ou faux d'ailleurs. Et puis, il y a des gens qui ne connaissent pas et j'espère que, parce que vous travaillez sur autre chose, et j'espère que ce sera quand même relativement compréhensible. Voilà, donc c'est une intervention sur le contenu du titre, jusque-là ça va. Sélection naturelle et rationalité, la biologie évolutive entre optimalité et physique. Donc c'est une considération sur... Alors, t'es sûr que c'est cet ordinateur qui passe? Attends, hop, voilà. Non? Ouais. C'est donc une considération sur le rapport entre économie et évolution et au-delà entre sélection naturelle et rationalité. Alors, en un sens, c'est des choses qui sont connues depuis longtemps. Je vais rappeler deux faits qui sont les choses connues, ceux qu'on introduit en cours quand on parle de biologie darwinienne. Le fait que donc, Darwin s'est inspiré de Malthus, de l'essai sur le principe de population, pour mettre en avant l'idée de competition, alors c'est traduction, concurrence ou compétition, ça dépend des contextes, en tant que raison profonde de la dynamique des populations. Et par compétition, il entend comme Malthus l'écart entre la croissance arithmétique des ressources et la croissance géométrique de la population, donc comme sur le petit dessin ici. Le second point de croisement entre évolution et économie, c'est... alors, dans le contexte de la théorie, cette fois-ci moderne, et j'y reviendrai longuement, de l'évolution, moderne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution, modern synthesis en anglais, qui s'est constituée, les historiens ne sont pas très d'accord, et d'ailleurs Jean Gaillon a écrit des choses importantes là-dessus, qui sont constituées entre les années 30 et les années 70-80. Sa théorie synthétique inclut ce qu'on appelle la théorie évolutive des jeux, donc formulée pour la première fois systématiquement par John Maynard Smith en 1982, dans lequel il s'agit donc de comprendre ce qui se passe, ce que fait la sélection naturelle, quand vous avez plusieurs stratégies en compétition, mais que le rendement de chacune des stratégies, le payoff en anglais, dépend de ce que fait celui en face. Donc en théorie évolutive des jeux, par exemple, l'exemple classique, c'est vous avez une population, des agressifs, c'est-à-dire ils se jettent sur l'autre et puis ils prennent tout, et des pacifiques. Le pacifique, il prend sa part et puis s'il voit que c'est agressif, il s'en va. Et donc on modélise ça avec donc des rendements ou des payoffs de chaque joueur selon qu'il adopte une stratégie, alors dans le texte hawk ou dove, faucon ou colombe, et qui rencontre un faucon ou une colombe. Donc on a un tableau à 2 fois 2 entrées. Et l'idée de Maynard Smith, c'est que la dynamique, parce que le problème dans ces cas-là, c'est qu'évidemment, si vous avez que des pacifiques, si vous avez un agressif, il va arriver, et puis vous imaginez que la stratégie, on est en biologie darwinienne, la stratégie agressive est héritable, donc il va arriver, les agressifs vont envahir la population, ils vont tout prendre au Pacifique, mais quand il n'y a que des agressifs, il y a un avantage à être pacifique, parce qu'on n'entre pas dans les combats, donc à ce moment-là, c'est les pacifiques qui vont envahir la population. Et donc on va se retrouver avec des alternances de pacifiques et d'agressifs. Est-ce qu'il peut y avoir un équilibre? Réponse de Maynard Smith, oui, si vous avez en gros une proportion, soit une proportion de la population, soit ce qu'on appelle une stratégie mixte, c'est-à-dire jouer faucon avec 80% de chance et puis colombe avec 20% de chance. Et si vous avez une stratégie... Il y a certaines stratégies mixtes qui sont alors ce qui s'appelle des équilibres évolutionnairement stables, evolutionary stable strategy, qui sont donc telles que, en gros, si tout le monde fait ça, si une stratégie différente arrive, elle ne va pas envahir la population. Et c'est donc, et le point est là, exactement l'équivalent de ce qui est un équilibre de Nash en économie. Sauf qu'au lieu que ce soit pour des choix d'un ensemble le choix que vont faire des gens dans une population, c'est un équilibre obtenu à partir de rounds, de générations d'individus. Voilà, donc c'est typiquement le second emprunt massif de la biologie évolutive à l'économie, le concept de stratégie évolutionnairement stable. Alors, le contexte de ce que je vais raconter... Ah oui, c'est vrai que les titres ont sauté, bon, c'est pas très grave. Le contexte de ce que je vais raconter...
les gens en ligne voient tout, mais c'est nous qui ne voyons pas. D'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a fait donc un livre avec Jean et des collègues et amis, Jean-Baptiste André et Sylvia Demonte qui sont philosophes, Michael Kozik, Johan Martins, que certains connaissent pas mal ici, qui sont philosophes de la biologie, Michael Kozik et Valizer qui sont philosophes de l'économie, Martins et Jean Gaillon et moi qui étions philosophes de la biologie, où on s'est dit, on a essayé de creuser cette chose-là, donc c'est ce livre-là, et on se demande en gros que veulent dire les principaux concepts de chacun des champs théoriques en économie et en évolution. Donc on a appris les concepts qui reviennent tout le temps dans la biologie évolutive moderne, stratégie, investissement, coopération, marché, concurrence, altruisme, cycle, enfin il y en a 25 en tout, je ne les mets pas tous là. Et l'idée c'est qu'on a un petit peu regardé ce que ça voulait dire, ce que voulait dire chaque concept dans un champ et dans l'autre, et quels étaient en gros les recoupements. Est-ce que vraiment ça voulait dire la même chose quand on employait le même mot, et est-ce que parfois on ne voulait pas dire la même chose en employant des noms différents. Alors, deux indices de cette constance du vocabulaire économique en biologie évolutive. Le premier, c'est un texte de Trivers, qui est, alors certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est l'un des grands noms de, en gros, la biologie évolutive de la coopération ou des comportements sociaux. Et donc l'un de ces concepts, c'est l'investissement parental, c'est-à-dire un organisme peut avoir ou ne pas avoir des descendants, et chaque descendant qui va avoir, c'est un investissement en termes de gamètes, puis de soins, ça dépend des espèces évidemment, et cet investissement se fait au détriment d'investissements dans d'autres descendants possibles au même moment ou plus tard. Et donc il y a toute une théorisation à partir de quel sera l'investissement le plus avantageux pour un organisme dans ses descendants, pour comprendre un certain nombre de choses, le nombre de descendants par génération, le moment où on va faire des descendants plutôt que de ne pas en faire. Est-ce qu'il vaut mieux en faire 2 tous les ans, 5 et puis on s'arrête et on meurt, et puis des choses comme le conflit inter frères et sœurs. Vous savez, par exemple, c'est ce qui explique que en partie les conflits mère-enfant, mère-enfant, enfin mère-fœtus très exactement, puisque le fœtus a intérêt à avoir le plus de ressources possible, la mère a intérêt à investir minimalement pour pouvoir avoir d'autres enfants. Enfin, on est d'accord, on n'est pas spécialement chez les humains, c'est de la biologie. Donc c'est la phrase, I first define parental investment, at the cost of à la fin, at the cost of the parent's ability to invest in other offspring. Et l'autre citation, c'est Steven Stearns, c'est un des grands noms de ce qui s'appelle la théorie de l'histoire de vie. Donc c'est vraiment la théorisation des grands moments dans le cycle de vie d'un organisme. Combien de temps il vit, à quel moment il se reproduit, est-ce qu'il continue à vivre après sa période de reproduction, ce genre de choses. Donc est-ce qu'il fait, éventuellement, est-ce qu'il s'arrête de se reproduire, mais vit un certain temps pour s'occuper de ses petits-enfants. C'est tout ce qu'on raconte sur la ménopause, pourquoi il y a des espèces comme les cétacés et les humains qui ont la ménopause. Et donc Stearns écrit ici, le trade-off, donc je ne traduis pas, représente le coût payé en une monnaie, qui est la fitness, quand un changement bénéfique pour un trait est lié à un changement délétère pour un autre trait. C'est un concept absolument central en biologie évolutive, le trade-off, et ce qui m'intéresse, c'est le fait de penser la fitness, j'en parlerai beaucoup, en gros c'est le succès évolutif, comme une monnaie. Alors, dans quelle mesure, c'est un peu le contexte de ce que je vais raconter, la grosse question, est-ce qu'on peut comprendre la biologie évolutive au fond comme une économie, l'économie étant la science de l'allocation optimale des ressources rares ou des investissements dans les ressources rares. Alors, ça ne tombe pas de la lune, on est beaucoup à se poser ce genre de questions. C'est des questions qui ont été ravivées par le travail d'un biologiste dont je parlerai, qui s'appelle Alan Greifel, et son projet qui s'appelle le darwinisme formel, où il essaye de modéliser en fait mathématiquement cette structure économique en quelque sorte de l'évolution et dans quelle mesure il essaie d'expliquer, on peut penser les organismes comme des agents maximisateurs. Voilà. Et alors sur cette question d'agent, c'est une autre partie de ce qui arrive ici. Il y a une dispute en ce moment entre philosophes de la biologie sur dans quelle mesure on peut concevoir les vivants comme des agents. Alors si on est
dans ce que je raconte ici, c'est-à-dire le rapport entre biologie et évolution, on va faire comme Alan Greifel, on va parler de l'analogie des agents maximisateurs. Et il y a un livre important de Samir Okasha qui s'appelle Agents and Goals in Evolution, qui est une grande méditation philosophique sur cette analogie-là. Et puis il y a d'autres philosophes qui vont se demander, qui vont se dire, mais peut-être que c'est vraiment des agents, les organismes. Et donc essayer en gros de raviver une sorte de métaphysique aristotélicienne du vivant. Alors, il se trouve que moi-même, j'ai beaucoup, alors j'en parlais à peine, hein, mais une grosse partie de mon travail, c'était récemment, sur les théories donc, de biologie évolutive de la vieillesse et de la mort qui appliquent des modèles économiques. Et donc, où la question de, en gros, si votre durée de vie, pour dire très vite, elle est déterminée par un compromis entre vivre très longtemps et se reproduire beaucoup, un compromis, un trade-off. Quelle est la monnaie, hein, c'est vraiment le point, quelle est la monnaie qui permet de comparer une durée de vie et un nombre de descendants. Voilà. Donc ça, c'est la dernière chose que j'ai publiée, c'est pour vous situer un peu ce que je raconte. Alors, philosophiquement, donc l'enjeu ici, c'est l'apparentement entre la sélection naturelle, hein, et la rationalité. Et donc là, c'est l'introduction de ce livre important de Maynard Smith qui s'appelle Evolutionary Theory of Game. Et à un moment, bon, je cite pas tout, hein, mais il dit la théorie des jeux, en fait, on a appliqué la théorie des jeux en biologie. Game theory is more readily applied to biology than to the field of economic behavior for which it was originally designed. C'est-à-dire, il s'est dit, à partir du moment où on essaye de penser l'évolution en termes économiques, et on va appliquer de la théorie des jeux, donc c'est vraiment l'histoire des faucons et des colombes dont je vous parlais, on se rend compte que finalement, ça marche presque mieux avec l'économie pour une raison très simple, avec la biologie, c'est que en économie, donc la valeur cardinale qu'on maximise, c'est l'utilité, c'est subjectif par définition, ça dépend des gens, la fonction d'utilité. En biologie, la mesure du succès évolutif, et je vais y revenir pas mal, c'est ce qu'on appelle la fitness, et c'est ultimement ça a à voir avec le nombre de descendants, et c'est objectif. Donc dans une espèce donnée, c'est le même pour tout le monde. Donc en un sens, c'est peut-être plus facile, dit Maynard Smith, de modéliser comme ça. Et je cite la dernière phrase, hein, quand on passe de l'économie à l'évolution, the concept of human rationality is replaced by that of evolutionary stability. Donc le choix rationnel en fait en économie, ça va être l'équivalent de ce à quoi aboutit l'évolution par sélection naturelle, c'est-à-dire ce qui est évolutionnement stable ou ce qui est une adaptation. Hein. Et Maynard Smith ajoute ironiquement, l'avantage c'est qu'on a de bonnes raisons théoriques de s'attendre à ce que les populations évolue jusqu'à des états d'équilibre stable, alors qu'on a des raisons de douter que les humains se comportent tout le temps de manière rationnelle. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler assez généralement de biologie évolutive et donc de ce qui m'intéresse, hein, c'est-à-dire de sélection et d'adaptation. Et puis, ensuite, j'y viendrai un peu plus sérieusement sur cette question d'optimisation et de maximisation. Et enfin, je montrerai comment ce schème économique en biologie coexiste avec d'autres schèmes théoriques. Alors, si j'arrive à me servir de ça. Voilà. Donc, alors ça, c'est comme les Américains, ils appellent ça Darwin 101. Hein, donc, ça va être en 4 minutes et demie, toute la théorie de l'évolution. Mais on va le faire. Les 2 minutes restantes sont consacrées à la physique quantique. C'était une blague. Donc, il y a une expression sur laquelle Jean, d'ailleurs, Gaillon avait attiré mon attention, que Darwin utilise dans The Origin of Species. Il parle du paramount power of natural selection. Et c'est intéressant parce que pour un philosophe, c'est un power qui est double, c'est un pouvoir causal, c'est-à-dire que la sélection naturelle produit plein de choses, c'est-à-dire elle produit en gros tous les traits qui sont des adaptations complexes des organismes, entre autres. Et puis elle a un pouvoir explicatif aussi, c'est-à-dire qu'elle explique énormément de choses. Et elle explique en particulier l'adaptation, c'est-à-dire le fait que les organismes sont ajustés à leur environnement, que les parties des organismes sont ajustées plus ou moins les unes aux autres. C'est vraiment très simple l'adaptation, les ours polaires sont blancs, hein, ils ne sont pas bleu marine. C'est qu'ils sont ajustés à leur environnement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas facilement identifiables par les phoques. Donc la sélection naturelle explique l'adaptation et... Quoi ? Les phoques chassent les ours polaires. Ils sont chassés par... Donc, l'intérêt de... Ça marche dans les deux sens, tu vois. Le camouflage, c'est un truc de prédateur et un truc de proie. Je veux dire, c'est...
Donc la sélection naturelle explique l'adaptation. Alors la sélection naturelle est parfois, et alors il y a toute une discussion complexe que les historiens ont longuement commentée, est parfois appelée survival of the fittest par Darwin, qui a repris la recommandation de Spencer, parce que Spencer lui disait « Oui, mais tu dis natural selection, ça fait, il y a un machin qui sélectionne, et c'est un peu théologique et tout, or tu veux éviter toute mention de Dieu. Donc si tu dis survival of the fittest, bon. Alors survival of the fittest, ça pose plein de problèmes en particulier, mais c'est qui sont les fittest, mais j'y viens pas tout de suite. Moi, le point qui m'intéresse ici, c'est donc dans le darwinisme de base, hein, l'idée de Darwin, le design des organismes, donc le fait que les organismes ont un plan, sont comme construits sur un plan et sont comme conçus. Hein, le mot design en anglais a deux sens, le plan et puis l'intention. Donc le design des organismes est connecté avec le succès reproducteur. C'est ça le point de la sélection naturelle. C'est-à-dire que plus vous êtes ajusté au milieu, plus vous vous reproduisez, plus vous allez être encore plus ajusté au milieu. Les mieux ajustés à l'environnement via la compétition, c'est ça le test de l'ajustement à l'environnement, ont plus de descendants et donc les traits, pourvu qu'ils soient héritables, mais ça je présuppose, deviennent des adaptations. Alors j'avais fait un petit schéma ici, mais il est complètement illisible, mais enfin, en gros l'idée c'était, j'avais essayé de retracer un peu la structure explicative du darwinisme, mais vraiment très basique, hein. Mais l'idée, c'est que tout en haut, vous avez la sélection naturelle. La sélection naturelle produit l'adaptation. Et l'idée, c'est que la sélection naturelle explique deux choses qui sont fondamentales pour les biologistes et pour Darwin, hein. La diversité des vivants. Et puis, le fait que la diversité n'est pas n'importe comment, c'est-à-dire que vous avez plein de ressemblances entre les différents groupes de vivants. La main et la nageoire de la baleine, c'est la même chose, en fait, entre autres. Et donc, et Darwin dit, alors il y a un texte qui est crucial, qui est cité par Maynard Smith, d'ailleurs j'ai vu ça en propagande, j'avais oublié, dans l'introduction de Evolutionary Game Theory, c'est le chapitre 6 de Origin of Species, et puis à la fin il y a un summary du chapitre, et où il se demande c'est quoi les grandes lois de la biologie, donc c'est vraiment un texte super philosophique. Et il dit est-ce que la grande loi de la biologie c'est l'unité de type, genre tous les vivants sont sur le même plan, ou est-ce que c'est le fait que les vivants sont adoptés? Et il reprend le mot de Cuvier, le principe des conditions d'existence. Et ça s'explique l'adaptation par la sélection naturelle. Et il va dire ultimement ce qui explique tout, c'est la sélection naturelle. Et donc l'idée c'est que la sélection naturelle explique l'adaptation, elle explique la diversité, une partie de la diversité, parce qu'une partie de la diversité, c'est ce qui s'appelle la radiation adaptative. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui avait marqué Darwin, c'était les pinsons des Galapagos, ça a été beaucoup étudié, et en fait ils sont tous assez proches, mais c'est des espèces différentes, et ils ont des becs de taille différente. C'est mon petit dessin là. Et les becs, en fait, sont différents parce qu'ils ont tous un type de nourriture différent, un type d'insecte dans un type d'arbre différent. Et donc, en fait, la diversité, elle provient qu'ils vont tous s'adapter à un certain régime spécifique. Donc, l'adaptation, la sélection naturelle via l'adaptation explique en grande partie la diversité. Bon, et puis, elle explique aussi des choses concernant, mais ça, c'est pas mon problème ici, la commonalité des vivants, l'unité de type. Alors, je passe à la théorie, puisque c'est ça qui m'intéresse ici, la théorie moderne, ce qu'on appelle la synthèse moderne. Alors la synthèse moderne de l'évolution, synthèse, minimalement, ça veut dire qu'on a synthétisé Darwin et Mendel. Alors il y a de grands travaux historiques très importants pour essayer d'expliquer comment ça s'est fait. L'un des plus importants, c'est celui de Jean Gaillon, Darwin et l'après-Darwin, réédité en 2011, non en 2018, enfin peu importe. Mais ça date de 90, je crois, normalement. Et donc, on appelle ça la synthèse moderne parce que Huxley a écrit un livre, John Huxley, en 1942, qui s'appelait Evolution the Modern Synthesis. Et puis, Modern Synthesis, c'est le mot qui a été repris après. Et cette synthèse moderne, elle se base sur ce qu'on appelle la génétique des populations, hein, ce qui est la modélisation mathématique du changement des fréquences de gènes dans les populations, ce qui est un corps théorique qui a été développé par 3 personnes au moins, hein, Roland Fisher, dont je parlerai beaucoup, Stuart Wright et J.B.S. Haldane. Et la synthèse, alors les historiens ne sont pas d'accord exactement, mais la base, c'est la génétique des populations. Alors l'un des livres importants, c'est The Genetical Theory of Natural Selection de 1930 de Fisher. Et ensuite, effectivement, il y a eu l'application, en quelque sorte, ou la diffusion, ou la construction d'un grand champ scientifique où les processus évolutifs tels que la génétique des populations avait montré qu'ils existaient et qu'ils étaient possibles, ont permis de repenser la systématique, donc la classification, la paléontologie, l'évolution dans la nature. Donc c'est les livres de Dobzhansky, Genetics and the Origin of Species, Systematics and the Origin of Species,
c'est Ernst Mayr, et Tempo and Mode in Evolution, c'est Simpson. C'est 3 des livres importants qui constituent la synthèse moderne. Ça s'est développé de plein de manières, et les historiens se posent une question intéressante qui est de savoir dans quelle mesure c'est un corps théorique, parce qu'en fait ces gens sont très peu d'accord, hein. Et si vous rajoutez les autres après, il y a vraiment très très peu d'accord, ou si c'est essentiellement une construction en quelque sorte institutionnelle ou sociale. Alors il est clair que c'est les deux. Bon, on peut insister sur l'un ou sur l'autre, c'est pas mon propos ici. Moi, si on veut dégager, et ça c'est ce qui m'intéresse, un noyau de la synthèse moderne de l'évolution, il y a cette phrase de Huxley qui dit la sélection naturelle agissant sur les variations héritables fournies par les mutations et les recombinaisons génétiques dans une constitution génétique mendélienne est l'agent principal de l'évolution biologique. Hein, c'est une lettre que Huxley a écrite à Ernst Mayr, parce que Ernst Mayr, ils étaient Simpson et d'autres, ils écrivaient un volume pour le centenaire de, je sais plus, enfin un gros volume sur la théorie de l'évolution, et Mayr lui disait mais qu'est-ce qu'on doit raconter en fait, et Huxley lui dit bon, en gros le noyau de ce sur quoi on est à peu près d'accord, c'est ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait il y a effectivement les deux éléments, il y a la sélection naturelle, donc Darwin, et il y a l'idée que la sélection naturelle ne produit de l'évolution adaptative que si elle agit sur une héritabilité qui est mendélienne, donc qui suit les lois de Mendel et qui est particulière. On transmet ou on ne transmet pas un allèle à son descendant. Mais l'évolution ne mélange pas, en gros, les traits du père et de la mère. Alors, et effectivement, c'est une phrase qui, en gros, synthétise l'idée que la sélection naturelle est l'agent principal de l'évolution. C'est à ça qu'on reconnaît des darwiniens, mais qu'elle agit sur une constitution mendélienne. Je rappelle que les premiers mendéliens pensaient que, comme il existait finalement une hérédité mendélienne, la sélection naturelle ne servait à rien, que l'évolution était le fruit de grandes mutations qui de temps en temps arrivaient et qui faisaient passer les espèces d'un plan d'organisation à un autre. Il y a eu 20 ans de débat pour arriver à cette synthèse entre donc, les mendéliens et puis les darwiniens. Alors dans cette synthèse moderne, il y a un point important, c'est que la théorie par rapport à ce que racontait Darwin se complexifie au sens où il y a 2 niveaux d'explication maintenant. Il y a un niveau explicatif qui est la génétique des populations, où vous prenez une population et où vous considérez les gènes dans cette population, et les gènes ou les génotypes ont différentes chances de se reproduire en vertu des propriétés qu'ils confèrent à leurs porteurs. Et donc, il y a une modélisation de l'évolution des fréquences de gènes, qui est au niveau de la génétique des populations, et puis une considération de pourquoi tel gène va avoir plus de succès que tel autre. Et ça, c'est ce qui relève du développement et surtout pour moi de l'écologie. Hein. Et donc, la notion de fitness comme succès reproducteur devient un concept primitif de la biologie évolutive, mais qui a 2 aspects. Un aspect dans la génétique des populations qui est mathématique, c'est-à-dire que c'est une probabilité de reproduction, et puis un aspect qui est écologique, hein, qui enregistre en quelque sorte le succès d'un organisme par rapport aux demandes de l'environnement dans un environnement donné. Alors le succès évolutif est mesuré en termes de descendants, et c'est ce qu'on appelle la fitness. Il y a énormément de discussions théoriques sur ce que c'est que la fitness et d'énormément de divergences. La plupart des gens quand même souscrivent à l'idée que ça a à voir avec le nombre de descendants et même plus généralement une distribution de probabilité sur les descendants d'une classe d'individus définie par la possession d'un allèle en commun ou de traits en commun. Après, est-ce qu'on fait de cette distribution de probabilité ? Souvent, je veux dire pratiquement parlant, vous prenez la moyenne du nombre de descendants et ça suffit. Mais théoriquement, ça peut être un peu différent. Ce qui est philosophiquement intéressant ici, c'est qu'on passe de la concurrence ou du struggle for life, qui était la cause de l'évolution, pour Darwin, à l'idée que la variable principale, c'est la fitness. Et la fitness est une quantité abstraite qui peut être causée par la compétition, mais pas seulement. En particulier, tous les cas de mutualisme, la fitness, elle est causée pas par la compétition, mais par des relations mutualistes avec d'autres organismes. Et c'est ce qui permet de montrer, c'est ce qui permet l'extension, en fait, ce qui va permettre l'extension du cadre darwinien à tous les comportements de type sociaux, et en particulier mutualistes et coopératifs, alors que pendant très longtemps, on disait le darwinisme, c'est juste de la compétition, et puis il laisse de côté les fourmis qui sont en mutualisme avec les plantes et ce genre de choses. Et à partir de là, on a effectivement l'idée que la sélection naturelle, c'est quelque chose de plus général que la compétition. Et donc Dick Lewontin, qui est un généticien des populations, dans un article connu de 71, va dire, au fond, pour qu'il y ait évolution par sélection naturelle, j'ai mis des parenthèses et tout ça, parce que, bon, il y a des gens qui disent c'est les conditions de l'évolution, il y a des gens qui disent c'est les conditions de la sélection, il y a des gens qui disent c'est pas des conditions nécessaires et suffisantes.
Mais dans tous les cas, il dit pour qu'il y ait ça, ce processus, il suffit qu'il y ait héritabilité. C'est-à-dire que les parents ressemblent plus aux enfants les enfants ressemblent plus aux parents qu'à la moyenne. Variation, c'est-à-dire que les traits varient. Et fitness, c'est-à-dire les traits jouent un rôle quant au succès reproductif de leur porteur. C'est ça qu'on entend dans cette phrase par fitness. Et à partir du moment où vous avez ces trois choses-là, vous avez de l'évolution par sélection naturelle. En biologie, les gènes permettent de montrer qu'on a ces trois conditions. Mais après, on peut imaginer que ce soit autre chose que des gènes. Et effectivement, cette idée-là est le noyau de l'extension de la biologie évolutive à plein de trucs qui ne seraient pas la biologie. À partir du moment où vous identifiez de l'héritabilité, de la variation de la fitness, vous avez un processus évolutif. Alors, le schéma donc, de la compréhension darwinienne, en fait, dans la synthèse moderne, alors j'ai essayé de synthétiser les choses, mais quand je dis il y a deux niveaux, ça veut dire en gros, si je prends donc avec l'histoire avec des flèches, là, vous avez au départ des animaux ou des plantes qui sont en concurrence pour des ressources, qui se mangent les uns les autres, c'est la prédation, qui éventuellement sont en relation mutualiste. Hein. Et donc ça c'est de l'écologie, et alors, l'écologie étudie ça. Vous avez aussi un processus développemental propre à chaque espèce. Et les interactions écologiques, le point c'est qu'ontologiquement, d'abord vous avez des interactions écologiques. Ces interactions définissent des pressions de sélection. Hein, c'est-à-dire, à partir du moment où il y a une compétition, par exemple, pour tel nutriment, il y a une pression de sélection. Celui qui en absorbe plus est meilleur que celui qui en absorbe moins. Pareil, si vous avez des mutualistes, celui qui arrive à choper le plus de partenaires mutualistes va être plutôt sélectionné que celui qui en chope moins. Il va faire plus de descendants. Et donc vous avez ce qu'on entend par des pressions de sélection. Et quand vous composez les pressions de sélection, et là c'est techniquement et épistémologiquement assez compliqué, vous obtenez quelque chose qui est la force de la sélection naturelle en général, que vous pouvez mesurer. Et à partir de là, vous avez sur une population donnée, vous pouvez modéliser ça en termes de génétique des populations. Donc vous allez modéliser la fréquence vous allez modéliser le changement en fréquence d'allèle ou en fréquence de génotype comme un résultat de plein de variables, la fitness des différents gènes, la taille de la population, la structure de la population, etc. Et dans ces conditions, on peut considérer que la sélection, la mutation, la migration et la dérive génétique, qui est en gros un taux d'erreur sur la sélection naturelle, sont des forces ou des causes de l'évolution. Mais philosophiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en fait deux niveaux. Le niveau qui est les interactions écologiques, qui sont entre guillemets réelles, et puis le niveau des pressions de sélection, qui sont dérivées ontologiquement des interactions écologiques, et puis le niveau de la force de la sélection, qui est dérivé des pressions de sélection. Et donc il y a tout un tas de problèmes philosophiques, il y a plein de gens qui travaillent là-dessus aussi. Dans quelle mesure la sélection naturelle émerge sur les interactions écologiques, dans quelle mesure on peut considérer qu'il y a une causalité collective qui est due à l'agrégation des différentes interactions écologiques, dans quelle mesure on peut composer les pressions de sélection, parce qu'en fait, ce n'est pas une addition. Si vous avez par exemple une population, les individus grands sont meilleurs pour avoir des ressources, mais déplaisent aux femelles et se reproduisent moins. Comment composer ces deux forces de manière telle à concevoir l'intérêt, enfin le succès évolutif qu'apporte le fait de faire 10 cm de plus qu'un autre. C'est pas, est-ce qu'il y a une... Je sais pas. Hop, voilà. Non, à la fin, je vais finir par y aller. Non, mais c'est pas ça. Voilà. Non, zut. Non, c'était moi qui fais n'importe quoi. Voilà. Donc, à partir de là, ces choses étant posées, maximisation, optimalité, sélection et rationalité. Ce qui m'intéresse ici, c'est donc le rôle de l'optimalité et de la maximisation en biologie évolutive. Alors, si on laisse de côté la génétique des populations, si on regarde donc la science qui explique les rapports entre les organismes et leur milieu, et très exactement qui explique les raisons pour lesquelles les organismes ont les traits qu'ils ont, en supposant que ce sont des adaptations. Donc, ce qu'on appelle parfois l'écologie comportementale. Je vous ai mis les noms des textes qui ont un peu contribué à forger le champ. Alors, c'est un champ qui s'occupe, et c'est ça qui est intéressant, surtout de phénotypes. Parce que si vous prenez typiquement un problème qui est la taille du nid des oiseaux, ou le temps passé à chercher de la nourriture, c'est des comportements complexes. Il y a des centaines ou plus de gènes qui sont impliqués, donc vous ne pouvez pas modéliser le changement de fréquence génique. Donc vous regardez les phénotypes. Donc le temps passé à chercher de la nourriture, vous comptez les nombres d'œufs par nid.
Et alors, à partir de là, en fait, vous allez avoir effectivement des modèles d'optimalité, c'est-à-dire comme en économie, vous faites un modèle, pour si vous prenez la taille des œufs, vous regardez en fonction d'une part, plus vous avez d'œufs dans votre nid, plus vous allez avoir de descendants. Si vous avez trop d'œufs dans votre nid, ils vont pas survivre en fait. Donc à partir d'un certain moment, un œuf supplémentaire fait baisser le succès évolutif. Et puis vous allez voir quel est le nombre optimal d'œufs. Vous avez un modèle et ensuite vous regardez dans la nature. Alors ça, c'est les travaux de Lack en 1947 qui s'est demandé mais pourquoi la plupart des oiseaux en Angleterre ont 4 ou 5 œufs dans leur nid. Et donc il a fait ce modèle qui est un modèle d'optimalité. Et puis ensuite il a regardé dans la nature et effectivement ça marche. Donc c'est épistémologiquement on est permis de penser que la sélection naturelle a sculpté en quelque sorte le comportement d'avoir 4 ou 5 œufs dans son nid. Un autre exemple, alors je vais très vite, mais effectivement c'était ça qui m'intéressait dans les théories de la vieillesse, c'est ce qui s'appelle la théorie d'histoire de vie, où en gros vous allez modéliser par exemple la longévité comme une sorte de compromis. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à vivre alors que par exemple après, je ne dis pas pour un peu importe, après N années, il y a de fortes chances que vous serez mort. Est-ce que ça vaut le coup de continuer à vivre plutôt que de faire plus d'enfants, hein? Et donc, il y a une modélisation comme ça, il y a plusieurs théories, enfin évidemment c'est très complexe, mais c'est l'idée. Alors, dans tous ces cas-là, ce qu'on voit, c'est un parallélisme entre la sélection naturelle et la rationalité. Hein, je dis, les organismes choisissent le phénotype optimal parce qu'ils maximisent la fitness. Bon, je dirais après fitness inclusive. En économie, les agents choisissent une action parce qu'elle maximise la fonction d'utilité. Donc la maximisation de l'utilité explique le choix en économie, la maximisation de la fitness explique l'adaptation, et c'est ça la sélection naturelle en biologie de l'évolution. Donc vous avez des maximums parallèles, la fitness et l'utilité. L'utilité étant subjective, étant une sorte de scalaire basé sur les préférences. Hein, vous savez, en économie, d'abord il y a les préférences et ensuite la fonction d'utilité. La fitness est relativement objective parce qu'elle a à voir avec le nombre de descendants. Et alors, si je prends donc ce livre qui est un livre fondateur en biologie évolutive, Genetical Theory of Natural Selection, vous avez le langage, c'est le langage économique hein, qui est assez patent, qui dit voilà, si on regarde la naissance d'un enfant comme le prêt à lui d'une vie et la naissance de son enfant, donc du petit enfant, comme un repayement de la dette, en gros, quel est l'investissement optimal. Donc vous avez une analogie, bon, je ne rentre pas dans le détail du texte, c'est super intéressant, mais c'est pour vous dire que la conceptualité économique, elle est là dès le départ. Alors Fisher est très important ici parce que c'est Fisher qui a essayé de montrer que la sélection naturelle optimise les choses. Alors sa formulation, c'est quelque chose d'intéressant pour les philosophes, ça s'appelle le théorème fondamental de la sélection naturelle au chapitre 2 de Genetical Theory of Natural Selection. Alors le théorème, en gros, il dit que la variation intergénérationnelle en fitness moyenne due directement à la sélection égale la variance génétique additive. Bon. Alors je ne le montre pas, parce que je pense que je ne me souviendrai plus, mais c'est en gros l'idée que d'une génération à l'autre, la sélection naturelle fait changer la composition d'une population. Donc elle fait changer la fitness moyenne d'une population, puisque les individus ont des fitness différentes. Et si vous prenez ce changement de fitness d'une génération à l'autre, la part qui est due à la sélection, parce qu'il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir des environnements qui changent et tout ça, la part qui est due à la sélection, dit Fisher, égale la variance génétique additive. Or, une variance est toujours positive, donc le changement de fitness dû à la sélection naturelle est toujours positif. Et non seulement ça, mais la variance va diminuer, puisqu'à la fin, tout le monde va avoir la même fitness, il y a les mêmes gènes, il n'y aura plus de variance, donc on va avoir un maximum, puisqu'on n'aura plus de changement de variance, de changement de fitness dû à la sélection. Donc la sélection par elle-même maximise la fitness moyenne. Alors, c'est un énoncé qui n'est pas empirique, c'est ça le point. C'est que c'est pas, vous ne regardez pas dans la nature pour prouver ça. Pour Fisher, c'est un énoncé qui est, si vous voulez, excusez-moi, l'évolution, c'est-à-dire ici, la différence de W, c'est la fitness. Hein, la différence de fitness entre une génération et l'autre, c'est la somme de la différence de fitness due à la sélection naturelle, plus un truc qu'il appelle la détérioration de l'environnement. Tout le reste, quoi. Alors évidemment, parfois, ça se passe mal. Les bestioles ne sont pas optimisées du tout et tout, ne sont pas très bien adaptées. Ça, c'est parce que la détérioration de l'environnement était plus forte que la sélection naturelle. Alors il y a plein de problèmes derrière. Qu'est-ce qu'il entend par environnement? Est-ce que c'est là où l'organisme vit?
En fait, ça implique aussi l'environnement des gènes eux-mêmes. Donc, pour un gène, son environnement, c'est les autres gènes. Qu'est-ce que c'est que l'effet direct de la sélection naturelle? Il y a plein de contre-exemples. Hein. L'histoire des faucons et des colombes que j'ai donnée, ça ne marche pas parce que c'est un cycle en fait. Donc vous n'allez pas atteindre la fitness, optimale. Pourquoi fondamental pour Fisher? Parce que d'une part, c'est comme une loi a priori. Hein, c'est un énoncé analytique. Et c'est ça qui démontre que la sélection a tendance à maximiser. Donc c'est ça qui prouverait la vertu optimisatrice de la nature. Alors, il y a plein de problèmes, il y a plein d'auteurs, certains ont dit que la preuve ne marchait pas, d'autres, en gros, en donnant la réinterprétation que j'ai donnée, ont montré que ça marchait, mais on dit en biologie, ça ne sert absolument à rien, on s'en fout, c'est vrai, mais on s'en fout parce que c'est complètement inutile, parce que de toute façon, ce qui compte, c'est ce qui se passe vraiment, pas ce qui se passerait s'il n'y avait pas d'environnement qui change. Bon. Il y a une autre tentative a été faite plus récemment par donc Alan Greffen, qui directement utilise le langage économique. Donc ce qu'il essaye de montrer en gros, c'est quand vous faites mon histoire d'œufs et d'écologie comportementale du nombre d'œufs dans un nid, je ne connais pas du tout les gènes. Et je dis, je prédis qu'il va y avoir ça. Qu'est-ce qui me permet de penser que la mécanique de l'évolution du changement de fréquence de gènes, qui me permet de penser que je prédis au niveau des phénotypes que je vais avoir tel comportement, 4 œufs par nid. Qu'est-ce qui me permet de penser que le changement des fréquences de gènes va vraiment faire comme ça, en fait, va suivre ce que je pense. Il appelle ça le phenotypic gambit, le pari phénotypique. Et il va essayer de faire une très complexe démonstration que oui, j'ai le droit de le penser. Donc en gros, il va faire des isomorphismes entre ce que je montrais tout à l'heure, la génétique des populations et les équations qui la décrivent, et les modèles d'optimisation comme l'histoire des œufs dans les nids. Et donc concilier le langage entre de la dynamique de la génétique des populations et le langage de l'optimisation, hein, c'est-à-dire des agents qui choisissent le meilleur phénotype. Ce qui lui permet de justifier que les organismes sont des agents rationnels qui choisissent la meilleure stratégie. Et ce qui est intéressant, alors je vais aller un peu vite ici, mais pour ceux qui ne connaissent pas, la différence avec Fisher, c'est qu'il va inclure les interactions sociales. Donc il va dire en gros, ce qui est maximisé, c'est ce qui s'appelle la fitness inclusive. C'est quoi la fitness inclusive? Hein, c'est ce qui répond à la question biblique, pourquoi suis-je le demi-gardien de mon frère? Je ne suis pas le gardien de mon frère parce qu'on n'a que 50% de gènes en commun, donc ils sont demi-gardiens. Par contre, je suis le gardien de mes 2 enfants parce qu'on a 100% de gènes en commun. Donc c'est l'idée qu'en gros, la fitness inclusive, c'est la somme du rendement. Si je prends un comportement, il a un rendement en fitness, il me permet d'avoir des descendants, hein, c'est le remboursement du prêt là, dans la métaphore de Fisher. Et puis, il a aussi éventuellement un effet en fitness sur les autres. Si je sauve la vie de quelqu'un, ça lui permet de survivre et de transmettre ses gènes. Et donc, l'idée, c'est qu'on va définir une conception, quelque chose qui s'appelle la fitness inclusive, donc la somme pour un acte, imaginez un acte donc altruiste, sauver quelqu'un. Donc, je risque ma vie, donc il y a un coût pour moi, mais il y a un bénéfice pour un autre. Ce bénéfice, et il y a des bénéfices pour plusieurs, et donc la fitness inclusive, c'est le coût pour moi, donc la fitness pour égaux, et puis la somme des bénéfices pour les autres, mais à proportion du nombre de gènes qu'ils ont en commun avec moi. Donc de ce qu'on appelle leur R, c'est relatedness, le coefficient d'apparentement. Donc en gros, plus ils sont génétiquement éloignés, plus ce bénéfice pour un autre va être faible. Et donc, il y a cette chose qui est sans doute l'un des apports théoriques, ou le plus important de la biologie évolutive, ce qu'on appelle la règle de Hamilton, d'après l'article qui raconte tout ça de Hamilton en 64. Un comportement va évoluer si et seulement si, pour ce comportement, son coût va être, donc cette fitness inclusive va être positive. Donc le coût pour moi est inférieur à la somme des bénéfices pour les autres, pondéré par le degré d'apparentement. Et donc un agent maximisateur, dans cette histoire de Alan Greffen, c'est un organisme qui maximise sa fitness inclusive. Et on peut effectivement modéliser énormément de choses en évolution sociale en considérant que les organismes, quels qu'ils soient, sans aucune capacité cognitive, c'est vraiment pas le problème, maximisent leur fitness inclusive. Alors, il y a tout un tas de problèmes que je rentre pas dedans, hein, de ce darwinisme formel, c'est-à-dire qu'en gros, ça ne marche pas assez généralement. Dès que vous avez des castes, dès que vous avez des structures de population qui font que les relations entre les individus ne sont pas aléatoires, ça ne marche plus en fait. Bon. Alors, il y a une chose que je voulais souligner quand même dans cette histoire d'apparentement entre évolution et économie, c'est que vous avez des problèmes épistémologiques qui sont très proches. Hein. C'est-à-dire qu'en économie,
On dit, voilà, les humains sont des agents rationnels et l'une des clauses, c'est la transitivité des préférences. Si vous préférez A à B et B à C, alors vous préférez A à C. Le truc, c'est que c'est très difficilement réfutable, ça. Parce que, en gros, c'est assez facile si vous préférez la glace à la vanille et à la glace à la fraise, et la glace à la fraise à la glace au chocolat, et que vous préférez la glace au chocolat à la glace à la vanille, violation de la transitivité des préférences, vous êtes irrationnel. Oui, mais en fait non, parce que c'était pas la même marque de glace, ou parce que c'était pas exactement au même moment. Enfin, il y a toujours un moyen de redécrire ça. Donc il y a un problème de réfutabilité, et vous avez un peu le même avec la biologie darwinienne. Alors, je rentre pas trop là-dedans, mais quand vous dites la survie, survival of the fittest, ça a été soulevé plein de fois. Donc la survie des plus aptes, la question c'est qui les plus aptes? En fait, les plus aptes, c'est ceux qui ont survécu. Donc, c'est la survie de ceux qui ont survécu. Donc, c'est complètement tautologique. Il y a eu toute une littérature là-dessus, avec une réponse massive de Elliott Sober, qui est, bah oui, évidemment, c'est tautologique, parce que la génétique des populations, c'est des maths. Les maths, c'est tautologique. Comme à peu près tout, en fait. Bon, je vais... Mais l'enjeu, c'est que c'est des corps théoriques qui sont soumis à ce problème, en gros, de la redescription. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites un modèle typiquement adaptationniste, donc vous faites un modèle d'optimalité, vous dites, voilà, je prévois que les rouges-gorges vont avoir 4 œufs par nid, puis ils en ont 25. Alors là, vous allez dire, ah oui, mais en fait, j'ai oublié une dimension de l'environnement, et en fait, il y avait une autre pression de sélection que j'ai oubliée, je la mets dedans, et puis je vais, ah oui, bah là, ils ont 25. Ça a été soulevé par un article archi connu de Gould et Lewontin qui s'appelait The Spandrels of San Marco and the Panglossian Paradigm, et où c'était l'un des aspects, c'était ça, c'était ce truc que vous pouvez toujours faire un modèle d'optimalité en imaginant des pressions de sélection. Alors, ce que je voulais raconter en plus, c'est que dans la biologie évolutive, vous n'avez pas que ce schème d'économie, vous en avez deux autres, enfin, après il y en a même trois, mais qui sont physicistes. Le premier, c'est la physique newtonienne, le second, c'est la mécanique statistique. Alors, la physique newtonienne, pourquoi? Parce que la manière la plus classique de parler de la génétique des populations, c'est de dire vous avez des forces qui sont sélection, mutation, migration, qui s'exercent sur la population, donc sur un pool de gènes. Donc vous avez 4 forces ici, vous avez la population. Puis la composition de ces forces va expliquer le changement de fréquence de gènes, de génération en génération. Et par changement de fréquence, vous expliquez aussi le type de changement qui est le plus fréquent, c'est-à-dire quand il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'au fond, l'évolution, c'est très souvent qu'il ne se passe rien. En fait, il ne se passe rien, mais il se passe quelque chose. C'est-à-dire que la sélection naturelle stabilise les traits et ça reste pareil. Non. Alors, plein de problèmes philosophiques ici. Est-ce que les forces expliquent ou est-ce qu'elles causent quelque chose? Est-ce que c'est des causes? Est-ce que c'est des forces? Est-ce que c'est des facteurs? Il y a eu beaucoup d'usages différents des mots en fait, dans la littérature. Un livre important de philo de la biologie qui s'appelait Nature of Selection d'Elliott Sober décrit ça très bien. Et ce qui est intéressant, pourquoi je parle de physique newtonienne? Parce qu'en fait, il dit, on explique exactement pareil. Vous avez un état initial naturel, de même que l'état d'inertie en physique newtonienne. Là, c'est ce qu'on appelle l'équilibre de Hardy-Weinberg, la fréquence des gènes, la fréquence des allèles. S'il n'y avait pas de pression de mutation et si aucun n'avait un avantage sélectif sur un autre, et puis si les fréquences dévient de cet équilibre, alors des forces ont agi. De même qu'en physique newtonienne, si un corps dévie du mouvement rectiligne uniforme, alors c'est qu'une force a agi. Et donc la déviance vis-à-vis de l'état naturel d'équilibre indique et mesure l'action d'une force, et le point théorique, c'est d'identifier et de composer les forces. Donc ici, il y a un style explicatif qui est effectivement newtonien, qui n'a rien à voir avec l'économie, qui fait partie aussi de la manière de penser l'évolution. Il pose plein de problèmes, celui dont j'ai parlé, comment vous composez les forces. Le problème que quand on montre les choses comme ça, on a l'impression qu'il y a des forces, sauf qu'en fait, il n'y en a pas vraiment, parce que ce qu'il y a, c'est les interactions écologiques entre individus. Il n'y a pas une force en plus, alors qu'il y a des corps en physique newtonienne, et puis il y a des forces qui s'exercent vraiment dessus. Donc ça, c'est Maten et Hariou qui ont beaucoup souligné ça. Alors dans cette affaire-là, effectivement, la sélection est la force la plus importante pour nous, elle crée l'adaptation. Mais rien dans ce modèle vous dit que c'est the principal agency, c'est l'agent principal de l'évolution. Alors c'est ce qu'essayait de faire le théorème fondamental de la sélection naturelle, mais ça ne marchait pas vraiment. Alors l'autre modèle, bon, je passe un peu vite ce que je raconte, mais je vous le raconte comme ça, c'est la mécanique statistique, parce qu'en fait, une population, c'est un ensemble de gènes dans un ensemble de gènes, de même qu'un gaz, c'est un ensemble de particules. Et donc, Fischer utilise la formulation de la mécanique statistique de Boltzmann. Et quand vous voyez les choses comme ça,
ce qui se passe, c'est que, de même qu'en mécanique statistique, les mouvements agrégés des particules produisent des variables de macro-état, la valeur de l'entropie par exemple, la valeur de l'énergie. De même, la fitness moyenne de la population et les fréquences des différents allèles vont être émergées à partir des interactions des gènes qui sont l'équivalent des particules. Et pour Fischer, le théorème fondamental de la sélection naturelle émerge là-dessus de la même manière que le second principe de la thermodynamique émerge sur des comportements agrégés de particules. Sauf qu'évidemment, ce n'est pas exactement pareil, ça ne correspond pas exactement au modèle statistique de la mécanique statistique, parce que les variations dans le modèle, en tout cas de standard simple, les particules ont des mouvements isotropes et homogènes, alors que justement, dans un pool de gènes, les gènes ne se reproduisent pas tous de la même manière, précisément parce qu'ils ont des valeurs de fitness, etc. Donc ça ne marche pas complètement, et donc vous ne pouvez pas vraiment dériver l'équivalent de l'entropie. Il y a énormément de travaux très techniques sur essayer de montrer que la génétique des populations, c'est une sorte de mécanique statistique, faire des correspondances entre négantropie et fitness, ou entre fitness et entropie. Ça n'a jamais convaincu plein de gens. Donc, ce que je voulais dire ici, l'évolution donc par sélection naturelle relève de 3 schèmes épistémiques. Aucun ne justifie à lui seul le caractère optimisant de la sélection naturelle. En particulier, le théorème fondamental de la sélection naturelle requiert un schème de mécanique statistique, et il requiert même le modèle newtonien, c'est-à-dire pour qu'on puisse penser que l'évolution, c'est une addition de 2 choses, sélection naturelle, détérioration de l'environnement. Et donc, effectivement, ça n'est pas juste un schème économique sur la génétique. Le darwinisme formel, donc la chose d'Alan Greifel, c'est cet isomorphisme entre une lecture économique, donc en termes d'optimalité, et une lecture physiciste en termes de dynamique d'allèle. En fait, on oublie complètement dans le darwinisme formel que la génétique des populations, c'est aussi une histoire newtonienne, une histoire de force. Donc on ne prend que 2 schèmes, et donc on n'arrive pas à restituer ce qui était le projet de Alan Greifel, le côté systématique de la théorie évolutive avec génétique des populations et écologie comportementale. Alors les choses se compliquent encore un peu. Je vous fais un petit parcours sur les choses qui m'intéressent, donc il y a beaucoup de choses, mais la complication, c'est que je vous ai parlé de la dualité économie-physique, et j'ai dit économie, c'est l'optimisation, mais en fait l'optimisation, c'est pas que l'économie. Donc il y a cet autre généticien des populations, Stuart Wright, pour qui, en fait, les extrémas, les optima, se pensent pas du tout comme en économie. En fait, il pense ça, lui, en termes de puits de potentiel et en termes plutôt de physique. Et donc, il n'y a pas du tout d'agent optimisateur dans la génétique des populations de Stuart Wright. Ce qu'il pense, lui, c'est que donc vous pouvez modéliser l'évolution comme vous avez un paysage de fitness, c'est-à-dire que vous avez différentes combinaisons de gènes. Chaque combinaison de gènes, donc vous imaginez 2 gènes, et chaque combinaison a une valeur de fitness. Donc ensuite, vous imaginez en ordonnée une valeur de fitness. Et là, vous pouvez tout à fait imaginer un paysage. Il n'y a pas que 2 gènes, il y en a des centaines, donc c'est beaucoup plus complexe, mais c'est l'idée. Et donc, c'est quoi la sélection naturelle? C'est ce qui vous emmène une population de plus en plus haut, donc sur un pic. Et alors après, vous avez ce problème qui apparaît uniquement dans cette formulation-là, qui est qu'est-ce que vous faites quand vous êtes sur un petit pic, alors qu'il y en a des plus grands à côté. Donc vous n'êtes jamais garanti que vous allez optimiser votre fitness, puisque vous êtes coincé sur un petit pic. Alors il y a une théorie de Wright pour essayer d'expliquer qu'on n'est pas coincé pour toujours, mais en tout cas, il y a cette problématique-là qui est très différente de la problématique de l'optimisation au sens optimisation parallèle à la maximisation de l'utilité, donc au sens économique. Et donc, alors, effectivement, et ça c'était Jean Gaillon qui avait justement attiré mon attention là-dessus, mais c'est vrai que quand vous lisez les textes de la théorie synthétique, vous avez de grosses divergences, et vous avez presque les mêmes maintenant. Il y a un côté structurant. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut jeter la théorie synthétique de l'évolution à la poubelle, parce qu'il y a de l'épigénétique, parce qu'il y a de l'hérédité culturelle, tout ça. La conceptualité qui est en jeu ressemble quand même beaucoup à ces gros débats qu'il y avait, entre autres, entre Wright et Fischer. Et alors, effectivement, ça a été ça, ce qu'on a montré beaucoup, c'est que pour Fischer, la sélection naturelle l'emportait partout, parce qu'il pensait que de toute façon les petites populations, ce qui se passe dans les pics adaptatifs locaux et tout, ça comptait pas. Il a envoyé son élève Ford faire donc de l'écologie, marquer des papillons dans la nature pour montrer que c'était surtout la sélection naturelle qui l'emportait surtout. Alors que pour Stuart Wright,
la dérive génétique aléatoire, c'est-à-dire ce qui se passe quand vous avez des petites populations et que parfois l'allèle le plus fit ne l'emporte pas. La dérive aléatoire est très importante parce qu'empiriquement, les populations sont souvent petites. En gros, et effectivement, les populations, à part les microbes et quelques insectes, c'est des petites populations. Vous n'avez pas des populations de 10 000 éléphants. Et l'autre point, c'est que la sélection pour Fischer porte sur les allèles, alors que donc comme quelqu'un qui est reconnu maintenant, qui est Dawkins, alors que pour Wright, c'est sur des génotypes intégrés. Et ce que je voulais rajouter ici, parce que j'ai presque terminé, ce que je voulais rajouter ici, c'était que, en fait, c'est les notions même d'optimisation divergent entre les deux. Et ça, je pense que ça a pas mal de conséquences pour les débats aujourd'hui. C'est-à-dire que pour Fischer, c'est vraiment la prévalence du schème économique, et j'ai essayé d'en parler beaucoup, même si on n'arrive pas à faire rentrer toute l'évolution dans le schème économique, justement à cause des tensions entre le schème physiciste et le schème économique. Pour Wright, l'optimisation se pense plutôt en termes, encore une fois, d'extréma dans des systèmes physiques. Alors, il y a un texte connu de Steve Gould qui s'appelle The Hardening of the Synthesis en 1980, où il disait, oui, mais il y a un truc qui ne va pas, parce qu'il pensait beaucoup à Dawkins. La théorie synthétique, et surtout Darwin, était très pluraliste. Il y avait plusieurs manières d'expliquer l'évolution. Il y avait la sélection, mais aussi il y avait éventuellement des processus un peu lamarckiens, il y avait des choses comme ça. Et puis elle pensait en termes d'organismes, de groupes, alors que maintenant, ça s'est durci, on est super adaptationniste, on pense uniquement en termes de sélection naturelle, on pense uniquement en termes de gènes. Alors, je pense qu'il a relativement tort, Gould, sur ce point, parce que tout ce que je vous ai raconté sur la théorie évolutive des jeux et l'écologie comportementale, c'est pas en termes de gènes, justement. C'est vraiment en termes de... Autrement dit, c'est une chose assez différente, l'adaptationnisme et le central sur le gène. Ceci étant, il y a une autre manière de voir cet enjeu, je crois, c'est que le poids des schèmes économistes dans la pensée darwinienne a effectivement augmenté dans les années 80-90, et l'une des résistances à la théorie synthétique, c'est aussi une résistance au modèle d'optimalité et donc à une compréhension de type économique de l'évolution. Alors, conclusion, j'avais un certain nombre de conclusions. La première, j'ai essayé de vous convaincre de la profondeur quand même du chêne économique dans la pensée de la biologie évolutive. C'est pas seulement Malthus chez Darwin, c'est pas seulement la théorie évolutive des jeux, c'est vraiment quelque chose qui traverse toute la compréhension darwinienne. Le fait que cette question de l'optimalité et de fonder mathématiquement, parce que pour Darwin, c'était en quelque sorte verbal que la sélection naturelle produit l'adaptation, mais le fonder mathématiquement, c'est pas complètement résolu. On n'arrive pas vraiment à donner une preuve formelle en identifiant un certain nombre de conditions sous lesquelles la sélection est un processus qui, par lui-même, optimise. Alors, c'est bien qu'il y a plein d'autres choses, mais en tout cas, par lui-même, il optimiserait. Et la dernière chose que je voulais dire, il me semble que... Alors, c'est cette citation de Maynard Smith, toujours le même texte à l'introduction à Evolutionary Game Theory, et il dit, au fond, l'optimalité, c'est un peu comme... on n'a pas besoin de supposer que les animaux qu'on va étudier en théorie évolutive des jeux réfléchissent à ce qu'ils font. Évidemment, on ne leur prête pas de capacité cognitive quand on fait soit un modèle d'optimalité, soit un modèle de théorie des jeux. Et puis après, c'est exactement comme dit Maynard Smith, le trajet de la lumière, qui est le plus court pour aller de A à B, donc qui minimise, et on ne va pas se dire que la lumière calcule son trajet. Et c'est très intéressant ça, parce que le trajet de la lumière, en fait, c'était le principe de moindre action au XVIIIe siècle, et il y a eu tout un tas de débats sur... Dieu fonde le principe de moindre action. Si vous êtes leibnizien, l'idée c'est quand même que, ultimement, c'est Leibniz qui a calculé le meilleur des mondes possibles, et donc il y aura des principes de minimisation comme le trajet de la lumière. Et une question qui m'intéresse, moi, c'est comment on fait pour fonder les principes d'optimalité sans référence à Dieu. Alors évidemment, là, on est très loin de Maynard Smith, mais il prend cet exemple-là. Et c'est quand même l'idée ici. Et par hasard, j'aime pas l'expression, mais comme par hasard, Fischer était un vrai catholique anglican pratiquant. Enfin, il y a toujours cette idée de design et d'optimalité dans la biologie évolutive, qui évidemment est sans Dieu, sans référence à Dieu, mais qui pose des problèmes de fondation. Et donc je pense que ce que j'ai exposé sur le théorème fondamental de la sélection naturelle, sur les limites de l'analogie entre sélection naturelle et rationalité, c'est aussi des manières de poser la question philosophique de la légitimité théorique de la compréhension par l'optimum dans une science qui n'a pas ou qui n'a plus de fondement théologique. Voilà, donc j'ai essayé de faire un tour relativement
indicatif de pas mal de choses qui m'intéressent. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Super, merci. Chers camarades, donc évidemment, les questions sont ouvertes à vous tous et à vous toutes. Dites-moi si c'est le moment pour vous donner la parole. Moi, j'ai juste une petite question relative au type des théories économiques qui sont utilisées, parce que tu as dit que ça va au-delà des théories de jeu, etc., mais les théories économiques, il y en a 25 000. Et là, peut-être pas autant, oui, bien sûr, mais oui, il y en a des concurrentes. Et là, j'ai l'impression que les théories économiques qui sont utilisées dans ces contextes viennent d'une famille assez complètement. uniforme. Alors, oui, c'est en gros théorie du choix rationnel, microéconomie et théorie du choix rationnel. Il n'y a pas évidemment de... Alors, c'est un tout petit peu plus compliqué, c'est-à-dire il n'y a pas de théorie marxiste, il n'y a pas d'économie institutionnelle, il n'y a pas de... Alors, juste deux choses en réponse. Il y a une doctorante qui travaille avec moi, et ce qu'elle essaye de faire, c'est... Alors, c'est les questions, donc je parle plus librement. Elle essaie de montrer qu'il peut y avoir une économie de gauche dans la biologie évolutive, qui n'a pas besoin que d'une économie de droite. Voilà. Donc, mais elle n'est pas la seule. Enfin, il y a un courant comme ça, il y a qui s'appuie en fait sur le fait qu'en biologie darwinienne, il peut tout à fait y avoir une compréhension de la coopération qui reste darwinienne, et que ça implique de changer un certain nombre de choses, une fois qu'on a admis ça, de changer un certain nombre de choses dans d'autres manières de voir l'évolution. Et la seconde chose, c'est en économie, il y a une application, puisque je vous disais tout à l'heure qu'on est dans la théorie synthétique moderne, vous pouvez y avoir des processus d'évolution darwinienne en dehors de la biologie. Il suffit qu'il y ait fitness, hérédité et variation. Et donc, il y a des gens qui ont appliqué ça à plein de choses, et il y a des gens qui ont appliqué ça à l'économie. Donc, Nelson et Winter ont écrit un livre en 81, je crois, ou 85, qui s'appelait Evolutionary Economics, où en gros, ils essaient de dire, bah voilà, il y a les organismes, en biologie, en économie, il y a des firmes, les organismes ont des gènes en biologie, en économie, les organismes ont des routines organisationnelles, en fait. Les organismes biologiques se reproduisent, les firmes s'étendent, et donc on peut avoir un schème darwinien. Ça n'a jamais vraiment pris. Ça a intéressé, en fait, curieusement, et c'est aussi pour répondre à ta question, surtout des marxistes, en fait. Il se trouve qu'en biologie évolutive, il y a aussi, ça fait partie des choses intéressantes, beaucoup de gens qui viennent, comme Maynard Smith, qui viennent du marxisme. Et donc, il y a une espèce de tension entre une compréhension économiste très, très forte, d'un côté, qui renvoie à une économie, effectivement, néolibérale, enfin libérale, et puis des savants qui, eux-mêmes, sont plutôt marxistes dans leur... ou en tout cas plutôt de gauche, quoi, pour dire bêtement, dans leur ethos. Ouais. Très bien. Et du coup, moi je pourrais continuer sur ça très longuement, donc dites-moi, entrez pour m'arrêter, vous me connaissez. Attendez, je te donne tout de suite la parole avec ce truc magique. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'avais une question. Est-ce que vous auriez pu développer un peu ce que vous avez dit au sujet de l'application de cette théorie évolutive pour tout ce qui concerne la vieillesse, le vieillissement et la mort? Parce que, en fait, moi j'avais rencontré un peu un usage métaphorique de ces notions de performance, de réussite dans le vieillissement, mais j'avais l'impression que c'était pas du tout un choix délibéré ou conscient ou d'appliquer ce type de théorie, mais c'était plutôt une espèce de dérive normative sur une certaine conception de comment on doit vieillir, donc plutôt un discours moral en fait. Donc j'aurais aimé en savoir un peu plus. Oui, bien sûr. Alors, ouais. C'est vaste, parce que... mais déjà, c'est pas l'approche biologique, elle concerne pas spécialement les humains. Donc déjà, ça concerne. Bon, il y a beaucoup de données sur les humains, mais l'un des aspects de la question qui est posée, c'est par exemple les différences de durée de vie entre les différents animaux. Et entre les animaux et les plantes, etc. Pourquoi il y en a qui vivent très longtemps, pourquoi il y en a qui vivent moins longtemps, pourquoi il y en a qui meurent au moment où ils se reproduisent, pourquoi il y en a qui se reproduisent et puis qui continuent de vivre et qui se reproduisent, etc. Donc il y a toutes ces questions-là qui effectivement rentrent dans le chapeau général de la théorie des traits d'histoire de vie, en fait. Et il se trouve qu'il y a eu des réponses darwiniennes qui ont été données dans les années 50-60
et qui était en fait une réaction à... Alors pour aller très vite, intuitivement on dirait pourquoi les individus vieillissent et meurent, pour les vieux laissent la place aux jeunes. Et alors après, en fait c'est complètement circulaire, parce que ça ne peut pas être une explication de la vieillesse, puisqu'on dit les vieux. Donc on peut pas, c'est très mauvais. Alors, darwiniennement, il y a des auteurs comme Weissman qui ont essayé de dire oui, en fait, il y a un avantage au groupe qui, en gros, qui sont... où les individus vieillissent et meurent parce qu'il n'y a pas surconsommation des ressources. Et ça impliquait qu'il y ait une sélection pour le bien des groupes. Et dans la théorie synthétique de l'évolution, on s'est de plus en plus rendu compte que c'est problématique, théoriquement parlant, la sélection pour le bien des groupes, que la sélection est pour le bien des individus ou des gènes. Et donc là, effectivement, comment comprendre que les individus vieillissent et meurent? Alors, il y a au moins 300 théories, je crois, mais il y a des grandes familles de théories. Et l'une de ces grandes familles de théories, enfin même deux, c'est des familles de théories basées sur l'idée de trade-off ou de compromis évolutif. Donc, il y en a une qui s'appelle l'antagonisme pléiotropique, donc dû à George Williams, qui a beaucoup travaillé justement sur cette question de pourquoi la sélection de groupe n'est pas possible, sur l'évolution du sexe aussi, qui pose des problèmes de la reproduction sexuée, qui pose des problèmes relativement proches. Et Williams dit, voilà, imaginez, vous avez dans une population des individus, et certains ont un gène qui leur permet de vivre à N plus 10 ans, et d'autres, un gène qui va faire qu'en moyenne, évidemment, ils vont vivre à N moins 10 ans, mais ils vont faire plus d'enfants sur les 10 premières années. Donc vous faites un modèle mathématique et vous voyez que le gène qui vous permet d'avoir plus d'enfants plus tôt en vous faisant vivre moins longtemps va dominer dans la population et va se fixer. Et donc, alors ça s'appelle l'antagonisme pléiotropique, c'est l'idée que quand vous avez un gène qui est pléiotropique, donc il y a deux effets, un effet maintenant, un effet plus tard, et qui sont des effets antagonistes, c'est-à-dire qui vous fait augmente votre succès maintenant parce que vous avez beaucoup d'enfants, mais le diminue plus tard parce que vous mourrez, c'est ces gènes-là qui vont être sélectionnés, par rapport à certains qui ne font que augmenter la durée de vie. Donc là, vous avez vous voyez le compromis reproduction-survie, et c'est comme ça que ça marche en fait. Et donc compromis reproduction-survie, logique du trade-off, optimisation sous contrainte, etc. Mais je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais après je peux vous envoyer mon livre, parce que c'est pas la lecture la plus marrante, mais il y en a des pages et des pages. Mais ouais. Des remarques ou des questions? Parce que sache qu'il y a quand même plusieurs points sur lesquels tu es allé très très rapidement. Oui, je sais. Donc, mais justement, je vous en prie, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires du tout, dites-moi. Donc j'invite vraiment les étudiants et les étudiantes à poser des questions extrêmement naïves, parce qu'effectivement, tu as parcouru tout simplement toutes les questions intéressantes dans le domaine qui est le nôtre ici, quoi. Donc c'est quasiment impossible de les approfondir et d'expliquer les détails. Est-ce que tu pourrais dire quelque chose au sujet des porteurs, effectivement, de l'évolution? Je pose cette question puisque je sais que ce n'est pas du tout clair pour les étudiants, et moi j'ai honte d'en parler pour des raisons d'incompétence. Donc, est-ce que tu pourrais réexpliquer la discussion autour des travaux de Dawkins que tu... Oui, bien sûr. Alors, Dawkins, Richard Dawkins, c'est un biologiste d'Oxford qui est très connu pour un livre qui s'appelle The Selfish Gene de 1976, qui est de la vie même de beaucoup de biologistes, un des livres les plus importants de la biologie. C'est assez rare, un livre qui est destiné entre guillemets au grand public, mais qui a eu un effet majeur sur le domaine. Et dans ce livre, Dawkins défend une thèse qui est la thèse du sélectionnisme génique, qui est l'idée que la sélection naturelle porte sur les gènes. Et en fait, on le comprend très bien avec ce que je racontais sur cette histoire d'altruisme, c'est-à-dire quand vous essayez de vous demander typiquement pourquoi... Alors, l'altruisme, c'est quelque chose qui a un coût pour moi et un bénéfice pour un autre. Le coût et le bénéfice, la monnaie, comme je l'ai dit comme j'en parlais, la monnaie de tout ça, c'est la fitness, donc le succès reproductif. Après, mesurez-le comme vous voulez, mais c'est ça le truc. Donc, comment typiquement un comportement altruiste, c'est dans les insectes sociaux comme les abeilles ou les fourmis, la stérilité. Les ouvrières. Les ouvrières ne sont pas stériles, sont stériles.
Donc, elles ne font pas de descendants. Donc il y a un coût pour elles en termes de fitness, puisqu'elles ont 0, et un bénéfice pour les autres, puisqu'elles aident la reine. Elles aident la reine à faire plus de descendants. Donc comment ce comportement, Darwin l'avait remarqué aussi, hein, bien sûr, comment ce comportement est possible? Parce que la sélection naturelle, a priori, elle maximise votre nombre de descendants. Il ne devrait pas y avoir d'ouvrières stériles. Or, il y en a. Et en fait, ça c'est ce Hamilton dont je vous ai parlé avec la règle de Hamilton, qui a montré que si vous considérez le nombre de gènes, le système de parenté des abeilles ou des fourmis ou de tous les insectes sociaux, vraiment très très bizarre. Hein. Et il se trouve que une abeille femelle va être plus proche génétiquement de sa sœur que de sa fille. Et donc effectivement, quand vous voyez les choses comme ça, elle va laisser plus de gènes si elle travaille pour la reine, pour faire des sœurs, que si elle fait des filles. Donc, la sélection naturelle va faire qu'elle va travailler pour la reine, donc vous allez avoir des abeilles altruistes. Conclusion de Dawkins, la sélection naturelle, en fait, elle vise les gènes. Elle vise pas, elle n'est pas là pour l'intérêt de l'abeille, elle est là pour l'intérêt des gènes de l'abeille. En particulier pour l'intérêt le gène altruiste, il existe parce que, en fait, son intérêt de gène altruiste est d'être reproduit le plus possible. Le gène altruiste, dans le cas, c'est le gène, entre guillemets, de la stérilité. Ouais. Attendez. Ah. Merci. Il y a une question qui me taraude depuis assez longtemps, qui concerne donc la biologie évolutive, l'évolution. C'est l'échelle de l'électronégativité. Donc vraiment l'échange électronique en fait. Et je me demande depuis assez longtemps si ce serait pas là que tout se jouerait au final. Parce qu'avant tout, les atomes vont faire un échange électronique en permanence. Ouais. C'est l'électronégativité. Si on part vraiment sur l'échelle de la matière, c'est ça en fait qui fait bouger le tout, quoi. Et de ce fait, est-ce que donc les échanges moléculaires qui va se passer sont pas en fait la finalité de... Alors, la réponse va être rapide. Moi, j'y connais rien en fait en électrons, donc ceci étant, je pense que si vous voulez, vous avez évolution à partir du moment où vous avez réplication ou reproduction. Les électrons, a priori, se reproduisant pas. Il me semble que vous êtes en deçà de l'évolution darwinienne. Et si vous êtes en deçà de l'évolution darwinienne, la question qui est en jeu, c'est comment, en gros, peut émerger un système évolutif. Il y a des travaux là-dessus. Alors, il y a le livre de Maynard Smith et Earl Chatmary qui s'appelle « Les transitions majeures de l'évolution ». Il y en a quelques autres. Et le point, c'est comment, à un moment donné, c'est lié avec la question de l'origine de la vie, hein, comment, à un moment donné, à partir de molécules, des systèmes qui sont des systèmes qui se répliquent et qui se répliquent avec variation ont émergé. Et là, je suis vraiment à l'extrême de mes compétences, donc je ne sais pas. Mais, ouais. Parce que, avant tout, les atomes, ce qu'ils veulent, c'est être stables, avoir une stabilité, avoir une couche électronique remplie. Ah ouais, mais non, ça, là, enfin, je veux pas, mais je pense que les atomes ne veulent rien. Non, mais c'est-à-dire que dis vouloir, je parle de comment les lois physiques en fait tendent vers une stabilité en fait, tendent vers une stabilité, puisque par exemple les gaz rares ont non, je vois le truc, mais donc, est-ce que cette les lois physiques de ce fait, les molécules ne tendent pas en fait à une stabilité atomique en fait. Et c'est pour ça. Alors en fait, la chose que je pourrais vous dire, c'est effectivement de regarder ce genre de travaux. Alors il y a les travaux de Christophe Malater aussi sur l'évolution prébiotique. Et en gros, l'enjeu, c'est on peut imaginer une sélection pour la stabilité dans certains systèmes, et c'est ce qui est dit, c'est-à-dire qu'en gros, il y a des macromolécules de type ADN et ARN parce qu'il y a eu de la sélection pour la stabilité, ce qui veut juste dire que les molécules plus stables durent plus longtemps et qu'à la fin, vous allez avoir surtout des molécules stables. Et la question, c'est le rapport entre la sélection entre guillemets pour la stabilité et la sélection naturelle. Entre guillemets, parce que c'est pas sûr que ce soit vraiment de la sélection naturelle, il y a des discussions là-dessus. Et là, franchement, ou Frédéric Bouchard, qui est un philosophe canadien qui a travaillé là-dessus, moi, je vous dirais que des bêtises, en fait.
Ouais, moi j'ai une question un peu naïve, mais pourquoi la maximisation en fait, des descendants est un critère du coup objectif? Enfin, en quoi on peut dire que c'est quelque chose de objectif en dehors, comment dire, du fait que ce soit quantifiable? En quoi c'est un critère vraiment, comment dire, pertinent? Donc de maximiser le nombre de descendants. Alors, en quoi c'est un critère pertinent? Le nombre de descendants est quelque chose d'objectif au sens très précis, où dans cette pièce on a des fonctions d'utilité très différentes les uns des autres. C'est-à-dire ce qu'on préfère, c'est des choses différentes. Et donc on a des fonctions d'utilité différentes, mais si on fait des descendants, quand on en a deux, on en a deux. Enfin, c'est un peu trivial à dire, mais c'est mesurable et objectif. Et c'est ça que veut dire Maynard Smith quand il dit c'est plus objectif. Après, l'autre question, c'est pourquoi la maximisation? La logique de la sélection naturelle fait que si tel gène, ou tel trait, pour aller plus vite, tel trait fait que son porteur a 4 descendants, et tel autre fait que son porteur en a 1, et que c'est des traits qui sont héritables, hein, donc les descendants ont la même tendance à faire 4 ou 1 descendant, à la fin, vous aurez surtout ceux qui font 4 descendants. Jusque-là, c'est... Alors, bon, la mathématique de la chose est un peu plus complexe, c'est-à-dire que quand je vous parlais de génétique des populations, c'est quoi la génétique des populations? C'est la science qui a montré que mathématiquement, ce que je raconte marche. C'est-à-dire que sous une hypothèse, qui est l'hypothèse de l'hérédité mendélienne, c'est-à-dire que tout se passe comme ce que vous avez appris des lois de Mendel au collège. Parce qu'avant, à l'époque d'Adam, on pensait que, par exemple, vous avez vous allez mélanger, en fait. C'est-à-dire que vous avez une maman girafe qui fait 2 mètres, un papa girafe qui fait 1,50 m, et le bébé girafe, il fera 1,75 m. Et en fait, ça ne marche pas exactement comme ça. En fait, vous allez avoir 4 girafes, une qui va faire 2 mètres et les 3 autres qui vont faire 1,50 m. Ouais. Et là, l'évolution par sélection naturelle marche. Ouais. J'ai une question de philosophie des sciences très générale, et après, je pense qu'il y a des questions en ligne aussi. Donc d'abord, oui, justement, j'allais donner la parole à des gens en ligne, mais tu as pris la parole. Donc la question de philosophie générale, je trouve ça très intéressant effectivement de comparer ces différents domaines, donc économie, biologie. Mais du coup, je me demande d'un point de vue des concepts de la philosophie des sciences générales, qu'est-ce qu'on est vraiment en train de décrire ici? Est-ce que c'est un type d'unité? Si oui, quel type d'unité? Est-ce qu'on est dans des analogies? Donc du coup, quelles sont les catégories qu'on devrait mobiliser pour décrire un petit peu donc tout ce que vous avez fait à travers ces déclinaisons conceptuelles? Et en l'occurrence, j'aurais beaucoup aimé avoir la réponse de Jean sur ces questions, parce qu'il s'intéressait vraiment à ce type de questions. Alors une façon de rester, on va dire, à un niveau très descriptif et de résoudre les choses, se dire, d'ailleurs c'est un peu ce que tu as fait, tu as dit, il y a des schèmes qui reviennent. Et justement, un schème, c'est une façon de dire, ok, il y a des styles, il y a des types de raisonnement. Donc en fait, on reste à un niveau assez descriptif. Alors ce qui est très bien, parce que ça permet de faire des études historiques et d'aller justement dans l'analyse des concepts et des pratiques dans le détail, ce qui est extrêmement utile, justement, notamment pour voir les différences fines, mais ce qui, à la fin, ne nous renseigne pas forcément sur le statut de ces rapprochements. Ouais, alors... Il y a 2 niveaux, en fait. Un premier niveau où, effectivement, on va dire, on explique un peu pareillement, et donc c'est une analogie. Et on explique un peu pareillement, c'est une chose assez précise, c'est-à-dire, en gros, on explique par l'optimalité, c'est-à-dire, X est là parce qu'il maximise un maximum de Y. Et alors, donc à partir du moment où tu as la même chose dans l'évolution biologique, où par exemple la taille des feuilles est là parce qu'elle maximise la fitness des arbres, et dans l'économie, par exemple le choix de tel métier est là sur telle classe pour tel individu, parce qu'il maximise sa fonction d'utilité, c'est effectivement l'explication a la même structure. Et, les raisons pour lesquelles on peut proférer ce type d'explication ne sont pas exactement les mêmes. En économie, tu sais que les gens sont ou tu supposes, mais avec des raisons quand même, que les gens sont des agents rationnels. Tu peux même essayer quand même de vérifier empiriquement qui satisfont la transitivité des préférences et puis l'indifférence des préférences à un tiers rajouté. En
en biologie, tu vérifies que les traits sont héritables et sont variables et héritables, et c'est les conditions de la sélection naturelle. Donc, néanmoins, les gens qui sont dans cette... c'est un peu ce que je disais très vite au début, mais les gens qui pensent les choses comme ça vont dire, voilà, il y a une analogie entre la sélection naturelle et la rationalité. Alors, il y a un sens de l'analogie où c'est une sorte finalement, ça devient un isomorphisme entre deux domaines théoriques, tu vois. Et donc, c'est ça qui a lieu. C'est pour ça que Grafen dit les organismes sont j'utilise l'analogie de l'agent maximisateur. Mais évidemment, les organismes n'ont pas, en tout cas pas pour la plupart, de capacités cognitives, et tu n'as pas besoin d'avoir des capacités cognitives. C'est pour ça que c'est une analogie. Et c'est vrai qu'il y a des gens justement dans les gens qui sont en train d'essayer de construire une biologie évolutive un peu alternative à tout ça, qui eux vont dire, bah non, en fait, c'est vraiment des agents. J'ai cité le livre de Dennis Walsh, mais il y a beaucoup de gens en ce moment qui travaillent là-dessus. Donc avec une ontologie où, ok, la plante n'est pas un agent cognitif, mais c'est quand même un agent. N'est pas une entité cognitive, mais c'est quand même un agent. Mais là, on n'est plus du tout dans l'analogie. Et mon point, c'était que si tu restes dans des questions finalement sur l'épistémologie de l'évolution et l'épistémologie de l'économie, tu ne vas pas plus loin que l'analogie de l'agent maximisateur. La question, c'est de savoir dans quelle mesure elle est justifiée. Et si tu veux te poser des questions sur l'agent comme concept propre à l'ontologie de la biologie évolutive, là, tu sors justement de ce que je racontais. Deux questions en ligne. Abdoulaye, est-ce que tu veux bien poser ta question vocalement, s'il te plaît? Si tu es avec nous, parce que j'ai un doute sur les... Allô? Oui, super. Oui, bonjour, bonsoir. Moi, bonjour de Dakar. Hein. Il y a encore le soleil. Hein. Je ne sais pas si chez vous, c'est déjà la nuit. Bon, merci pour... Est-ce qu'on pourrait te voir juste allume ta caméra si c'est oui, bien sûr, bien sûr. C'est bon, ça va? Ouais, super. Bonjour. Voilà. Bonjour, merci pour la richesse de l'exposé. Alors, je m'intéresse beaucoup justement à cette question de la circulation des concepts des idées en sciences. C'est extrêmement intéressant. Alors, je voudrais savoir si justement cette circulation des concepts dont vous parlez, sur laquelle vous insistez, va dans les deux sens. J'ai un peu évoqué dans ma question écrite ce que disait Spencer à la fin du XXe siècle, qui disait qu'au fond, on est parti, disons, des sciences sociales vers la biologie, mais que une fois en biologie, les concepts ont été travaillés, enrichis, puis ont été récupérés par les sciences sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire la même chose justement dans ce rapport que vous établissez entre l'économie et la biologie évolutive? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que les concepts économiques ont été enrichis, c'est ça? Est-ce que par exemple, on peut postuler l'idée d'un retour justement de la biologie vers l'économie? Oui, et j'en ai pas du tout parlé évidemment, mais oui, c'est-à-dire qu'il y a un autre aspect auquel j'ai fait allusion quand j'ai parlé de l'économie évolutionnaire, hein, qui a jamais vraiment pris. Il y a une revue de Evolutionary Economics, mais c'est vraiment très 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 minoritaire. Mais il y a eu quand même des allers-retours. C'est-à-dire qu'en économie, maintenant, les gens ont repris la théorie évolutionnaire des jeux, qui est quelque chose de biologie, hein, pour modéliser des dynamiques diachroniques en fait en économie, pas expliquer des choix. Donc vous avez beaucoup de passages comme ça. Ce qu'ils ont repris aussi, c'est la question, si vous voulez, en biologie, en économie, les individus ont des préférences. Et une des questions majeures, c'est d'où elles viennent. Et il y a des travaux sur l'évolution des préférences qui s'appuient pas mal sur la biologie évolutive. Je vais donner un autre exemple qui est en fait, de manière très très large, quand les gens ne se comportent pas comme la théorie économique le dit, et donc quand ils ont l'air d'être irrationnels, en fait, il y a des explications qui vont faire appel à la biologie évolutive. Typiquement, il y a un des aspects de l'irrationalité, c'est la cohérence des choix intertemporels. C'est-à-dire, quand on vous dit, est-ce que tu préfères 100 euros maintenant ou 110 euros dans un mois, et tu veux 100 euros maintenant, et dans un mois, tu dis, zut, j'aurais préféré 110 euros. Et donc, il y a une sorte d'incohérence là. Il y a énormément d'attestations empiriques de tout ça.
Et en fait, il y a des travaux qui essayent de montrer que si on prend en compte l'évolution en fait darwinienne des hominidés, c'est pas absurde. Ce genre de choses n'est pas complètement incohérent. Voilà. Donc c'est l'idée d'utiliser la biologie évolutive pour rendre compte de ce qui est apparemment des violations des clauses de rationalité des individus. C'est autre chose que l'application de la biologie évolutive à l'économie, hein, mais ça fait partie de cette interface dont je parle. Merci. Merci. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Deux petites questions encore en ligne. Pourriez-vous vous revenir sur la proximité entre biométricien et mendéléen, donc d'une part, et d'autre part, il y a une autre question beaucoup plus longue que je voudrais pas vraiment lire, donc si Olivier, vous pouviez poser votre question vocalement, ce serait vraiment très très bien. Alors, sur les biométriciens et les mendéliens, je ne peux que recommander, pour la 15e fois, le travail de Jean Gaillon et donc les pages dans la Darwin et l'après-Darwin qui sont assez lumineuses. Et si vous voulez, la seule chose que j'ai dite ici, c'était que, en fait, les premiers mendéliens n'étaient pas darwiniens, parce qu'ils pensaient qu'à partir du moment où il y a l'hérédité est mendélienne et qu'il y a donc des mutations, il peut y avoir des macro-mutations, et que s'il y a des macro-mutations, ça suffit pour avoir de l'évolution. Et donc, il n'y a pas besoin de sélection naturelle. Les biométriciens étaient plutôt... alors, ils avaient des méthodes statistiques très poussées pour essayer de modéliser justement l'évolution et l'évolution par sélection naturelle. Et Fischer est parti d'une sorte de raffinement et de développement de ces méthodes statistiques. Je ne peux pas entrer là-dessus maintenant. Mais... La chose que je voulais dire, c'est que justement, les macromutations, plus personne n'y croit. Et plus personne n'y croit aussi parce qu'il y avait un argument très fort justement de Fischer là-dessus qui consistait à dire que les macromutations sont forcément délétères. Parce que les organismes sont relativement bien intégrés. Donc si vous avez une grosse mutation sur un gène qui par exemple augmente le coût de la girafe de 30 cm, ça va aussi faire des effets sur plein de traits. Et elle va se retrouver, par exemple, je sais pas, avec des pattes de 4 cm au lieu de 2 mètres. Et donc elle va être pas viable, la girafe. Donc la plupart des grosses mutations ne sont pas viables. En tout cas, délétères, hein, diminuent votre succès reproductif. Ce qui veut dire que l'évolution repose sur les petites mutations. Donc ce qui permet l'évolution, c'est forcément la sélection naturelle, parce que c'est toujours des petites mutations. Et donc il y a un enjeu ici très fort qui est en gros le caractère graduel de la sélection naturelle. Darwin disait l'évolution c'est la sélection, l'évolution scrute chaque petite variation individuelle bénéfique et les accumule en fait. Et à partir du moment où vous avez cet argument très fort de Fischer, hein, que la plupart des grosses mutations sont délétères, vous êtes effectivement dans l'idée darwinienne de petites mutations sélectionnées les unes après les autres. Mais cette tension entre le rôle de la sélection comme principal agent de l'évolution, c'était vraiment le mot de Fischer que j'ai cité, hein, et les mutations ou la variation comme cause de l'évolution, c'est quelque chose qui est encore maintenant, hein, qui est central dans les controverses de l'évolution. Hein, Super, donc merci pour cette question de clarification qui a effectivement clarifié pas mal des concepts pour nous. Olivier, est-ce que vous êtes là pour nous poser la question en ligne ou pas? Oui, m'entendez-vous? Formidable, très bien, oui. Allez. Très bien, j'embraye sur Fischer justement. Qui dit Fischer dit optimise. Allô, oui? Est-ce que vous pourriez ajouter votre image? Est-ce qu'on peut vous voir? Non, je suis sur un calculateur qui n'a pas de caméra. D'accord, allons-y. Oui, donc qui dit Fischer dit optimisation de type statistique, donc composition de fonctions linéaires, polynomiales, etc. Or, quand on parle de rationalité en économie, on pense tout de suite à la pensée des autres acteurs qu'on doit modéliser pour prendre soi-même des décisions. Donc en fait, on est dans des types de modélisation qui, d'une manière, sur le plan naturel, sera plutôt une modélisation sur une mathématique d'ordre zéro, alors que dès qu'on parle économie, on tombe sur des paradoxes de complexité interne qui mènent à des théories qui ne sont pas décidables. Fondamentalement, on a deux aspects sur le plan théorique qui sont radicalement différents. Alors, oui. Et en fait, ce qui m'intéressait, moi, c'était que dans la pensée de Fischer, il y a cette notion d'optimisation et c'est l'extrait que j'avais lu, hein, et qu'il allie lui-même à
une caractérisation relativement verbale, économique, hein, de l'évolution comme retour sur investissement. Et effectivement, je pense que le parallèle va pas beaucoup plus loin que ça, mais il est quand même là. Et là où il va beaucoup plus loin, et c'est explicite, c'est les travaux d'Alan Greffen que j'ai cités, où il essaye de montrer que les organismes peuvent légitimement être considérés comme des agents maximisateurs. Il emprunte directement des modélisations à la théorie mathématique du contrôle. Et surtout, tout le projet vise à prendre en compte les interactions sociales, donc l'évolution sociale, donc effectivement les contextes où ce que fait l'agent, même si ce n'est pas un agent cognitif, va avoir un rendement qui dépend de ce que font les autres agents. Et donc je pense que c'est dans cette théorisation-là de l'optimalité, celle d'Alan Greffen dont j'ai parlé, que l'analogie ou la proximité avec l'économie est beaucoup plus forte parce qu'elle rentre. Alors, dans le détail des modèles, ça dépend quelle économie, etc. Mais la proximité avec l'économie rentre vraiment dans la construction de ces modèles. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question, hein, mais puis bon, là, comme ça, il faudrait regarder en plus en détail, etc. Mais la réponse courte, c'est que oui, vous avez tout à fait raison, mais je pense qu'avec le projet de Greffen, l'économie est beaucoup plus intériorisée dans la modélisation biologique, en particulier parce qu'on considère des interactions sociales. Super, merci. Très bien, merci. Paul Clavier. Oui, alors d'abord, je voudrais te remercier à nouveau parce que tu as fait un panorama, alors un peu à marche forcée. Mais c'est très précieux et du coup c'est un point de départ pour des lectures, pour des interrogations, etc. Alors moi je voudrais revenir sur un point qui a déjà été soulevé au début, c'était la première remarque d'Anna et ensuite que tu as soulevé dans la discussion. C'est le rapport, le fait que le paradigme économique qui est confronté, comparé à tort ou à raison avec les problèmes de la génétique des populations et de la sélection naturelle est un paradigme. La théorie économique standard, maximisation et allocation des raretés, quoi. Et tu l'as dit toi-même, mais il y en a d'autres. Il y a la macroéconomie, l'économie instituée, il y a l'économie à la Karl Polanyi, etc. Là. Et alors tu disais, oui, alors c'est gênant parce qu'il y a quand même beaucoup de chercheurs en biologie qui sont marxistes. Alors moi, je ne vois pas le problème. On peut être un bon marxiste et puis constater que c'est tel modèle économique qui régit la génétique des populations. Et ça serait même dangereux, ça serait une philosophie spontanée du savant, comme disait Althusser, de dire « Ah oui, j'aimerais bien quand même que le modèle économique qui permet d'expliquer la génétique des populations soit le plus proche possible de Karl Polanyi ou de Karl Marx ou d'un autre Karl. Hein, » moi, je trouve ça gênant. Alors, je comprends très bien le comportement. Quand on travaille sur un objet, qu'on y consacre sa vie, et qu'on trouve que les lois qui régissent cet objet ressemblent fort à un système qu'on aborde par ailleurs, oui, bon, il y a une tension, mais en aucun cas cette tension ne doit interférer avec le travail scientifique. Sinon, alors là, vraiment, c'est... Je sais pas ce que tu... Oui, je comprends très bien et je suis assez d'accord, mais si tu veux, il y a une question qui est dans quelle mesure... Moi, je vais donner une anecdote, parce que j'en ai pas donné beaucoup. Donc, Lewontin, qui est donc vraiment très très grand généticien des populations, qui est aussi le co-auteur de ce papier sur les limites de la méthode adaptationniste, hein, qui s'appelait The Scoundrels of San Marco, avec cette référence à Leibniz, qui est un peu amusante, mais pas bête non plus. Et donc, Lewontin... il est mort très récemment, il a vécu très longtemps, il a été l'inspirateur ou le formateur, entre guillemets, d'une bonne partie des gens en Amérique qui font de la philosophie de la biologie. Et il était marxiste, comme Gould, comme Levins. Ils ont même écrit un livre qui s'appelait avec Richard Levins. Levins, c'était un grand écologue qui allait faire de l'agronomie à Porto Rico pour aider puis des systèmes d'irrigation et tout pour aider les gens là-bas. C'était un type assez extraordinaire. Et donc, ils ont écrit Le biologiste dialectique, qui est un livre où justement, marxiste, où ils essayent d'expliquer que, en gros, il n'y a pas que la sélection naturelle, mais il y a d'autres choses. Et en un sens, je pense que si tu veux, il y a deux choses. La première, c'est que tout le monde est conscient que c'est pas parce qu'on est de gauche qu'on a envie que la nature soit de gauche, ce serait complètement absurde. Néanmoins, on peut se dire que peut-être que le fait que, effectivement,
la biologie darwinienne s'est construite dans le contexte de la révolution industrielle anglaise et de l'essor du capitalisme industriel, avec des concepts qui viennent de là, la compétition, en particulier la rareté, etc., a des effets sur le contenu lui-même, et des gens comme Lewontin étaient assez conscients de ça. Le truc marrant, c'est qu'il a eu la gentillesse de faire la préface d'un livre qui s'appelait Les mondes darwiniens, qu'on a écrit avec beaucoup de gens et dirigé avec Guillaume Lecointre du Muséum, Thomas Himes, Marc Silberstein, qui est un gros livre vraiment sur l'évolution et les concepts fondamentaux, les problématiques actuelles. Et il a fait une chouette préface. Enfin, il a fait une préface. En fait, la préface, c'était un truc du genre, bon, le darwinisme, c'est vraiment quelque chose du monde capitaliste, il y a plein de problèmes, etc. On était là, on était presque gênés, en fait. C'était vraiment très... Mais par contre, il n'a pas voulu qu'on la reprenne pour la traduction anglaise. Alors on se dit, ah oui, mais ceci étant, donc le point, c'est pas de vouloir que la biologie de l'évolution soit communiste, c'est qu'est-ce qu'elle manque du fait qu'effectivement elle a été construite dans un contexte où elle a emprunté pas mal de concepts directement en particulier la compétition, un struggle for life, à l'économie. Et c'est vrai que c'est pour ça que je disais que la théorie de Hamilton sur les comportements sociaux, c'est sans doute, enfin il n'y a pas que moi, tout le monde dit ça, c'est la grande avancée de la biologie évolutive du XXe siècle, c'est qu'on se met à intégrer autre chose que la compétition. En fait, une manière de lire la biologie évolutive du XXe siècle, donc des gens comme Lewontin, qui a fait cette formulation très générale de la biologie évolutive, c'était vraiment un théoricien, c'est comment elle s'est distancée de ton concept de naissance où évolution et adaptation sont connectés directement à la lutte pour la vie. Et donc effectivement, c'est pas absurde de voir ça en termes aussi de, on dirait nous, de contexte de découverte des concepts, etc. Et c'est vrai que la biologie évolutive est très habité par des questions politiques tout le temps. Enfin, la semaine dernière, il y avait un papier dans Trends in Ecology and Evolution qui expliquait quels termes sont plus ou moins offensants et lesquels il faut éviter. Et je comprends très bien, en fait. C'est pas et parce qu'en plus, c'est pas la physique quantique qui a été utilisée pour, par exemple, marginaliser ou hiérarchiser des populations. C'est la biologie évolutive. Donc, quand on est dedans, évidemment, on se pose plein de questions que se posaient Lewontin ou plein d'autres. Mais Maynard Smith est un cas intéressant. Maynard Smith était communiste. Et effectivement, justement, quand il a fait ces choses de théorie des jeux et tout, il a dit, bon, oui, voilà, ça marche comme ça. Moi, c'est pas forcément ma tasse de thé en soi, mais ça marche comme ça. Et il a fait donc tout l'appareil théorique qui permet de penser ça. Mais l'articulation, en fait, entre les valeurs politique, éthique et la biologie évolutive est quelque chose de très compliqué, en fait. Je veux dire, on a un papier avec des copains là-dessus qui devrait sortir dans un journal de biologie où on essaye d'expliquer qu'il y a quand même dans la biologie évolutive, en gros, une sorte de matrice pour des valeurs. C'est que c'est pas neutre en soi. Elle peut aller complètement à droite et avoir des choses un peu eugénistes. J'ai parlé de Fisher. Fisher, la moitié de Genetical Theory of Natural Selection, c'est de l'eugénisme. C'est pas une lecture marrante, en fait, aujourd'hui. Mais c'est Fisher. Donc, c'est une bonne partie de la génétique des populations, c'est lui. Mais en même temps, vous avez par exemple, tout ce qui est écologie politique, ça peut avoir des racines dans la pensée darwinienne. Mais ça, c'est aussi parce que dans la pensée darwinienne, il y a la question de l'adaptation qui est majeure, et il y a la question de la diversité qui est majeure aussi. Et selon la manière dont on va les accentuer, on va directement avoir du dedans de la théorie des valences différentes, en fait. Du coup, il s'agit vraiment de l'explication, parce que tu utilises la notion de l'explication, je ne sais pas si toi, tu l'as utilisé beaucoup. Parce que la modélisation, c'est pas la même chose que l'explication, non ? Ah, mais je pense qu'il y a les deux, en fait. C'est-à-dire, je parlais de modélisation, mais les modèles sont utilisés pour expliquer. C'est-à-dire que quelle est la bonne explication du temps passé par le moineau à chercher des vers et à chercher de la nourriture, c'est le modèle d'optimisation, en fait. Plus le fait que ces prédictions sont validées. Parce qu'évidemment, si le modèle il fait des prédictions qui ne sont pas validées du tout, c'est pas une explication. Mais si effectivement, comme c'est assez souvent le cas, hein, le truc typique, c'est tout ce que j'ai raconté sur les insectes altruistes, la manière dont la théorie prédit, en particulier le sexe ratio dans les différentes espèces d'insectes, c'est extrêmement puissant, c'est fou, enfin, c'est au détail près, etc. Et donc là, on a des modèles qui sont basés sur cette idée de fitness inclusive, qui sont des modèles mathématiques sophistiqués et qui sont extrêmement prédictifs, et donc c'est ça l'explication, en fait. Ouais. D'accord. Le rôle de conception d'explication. Non, mais Anna, expliquer et comprendre et prédire,
Voilà, ça fait longtemps qu'on ne les oppose plus, on a arrêté de les opposer. On ne choisirait jamais un modèle, on validerait jamais un modèle. C'est différent. Qui ne faisait que prédire sans aucune correspondance, sans aucun isomorphisme avec des facteurs causaux. Il y a une petite question en ligne. Si vous voulez la poser éventuellement vocalement, allez-y, parce que les lettres sont trop petites pour qu'on la utilise. Cher Yanis, donc c'est à vous si vous voulez. Mais posez-la rapidement, s'il vous plaît, parce qu'on doit s'en aller très bientôt. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Du coup, c'est une question de clarification par rapport à l'exposé. Je vous remercie d'ailleurs pour cet exposé. C'est qu'à un moment, vous faites la distinction entre deux personnes, j'ai un peu oublié les noms, mais où il y avait un schème plus économique basé sur l'optimisation et un schème plus d'extréma locaux basé sur plus donc une vision de physique de systèmes complexes. Et en fait, j'ai du mal à comprendre pourquoi le modèle économique ne permettrait pas l'existence de maximum locaux d'utilité, par exemple, dans une vision... Enfin, parce que les modèles mathématiques derrière sont à peu près les mêmes, c'est des équations différentielles stochastiques, etc. Donc j'ai un peu de mal à comprendre ce fait. Non, en fait, je suis allé très vite, et donc ça, c'est mon tort. Je suis d'accord que, en fait, c'est pas... Sewell Wright insiste, en fait, beaucoup en disant que tous les extrémas, etc., c'est des puits de potentiel. Donc ça marche exactement pareil. C'est ce type de théorisation. Et Fisher n'est pas d'accord du tout. Et Fisher dit non, c'est pas... C'est ce que vous vous servez de l'idée que j'ai dans mon théorème que la sélection naturelle a tendance à augmenter la fitness moyenne de la population, mais n'empêche que c'est pas du tout des puits de potentiel. Et effectivement, après il y a une relecture par d'autres, donc je suis allé un peu vite, mais qui explique que pour Fisher, ça doit vraiment être pensé comme de l'optimisation économique, au niveau plutôt des concepts que des modèles mathématiques d'ailleurs. Mais sinon, le problème d'être coincé sur un pic de fitness local, effectivement, ça se pose ailleurs qu'en biologie. C'est quelque chose d'assez général, ouais. Ok, d'accord. Super. Merci beaucoup à chers camarades en ligne. Donc je vous éteins, puisqu'il va falloir que nous disparaissions. Merci infiniment pour merci. et pour cette question. Merci à vous.